Voilà un projet qui a été annoncé il y a quelques semaines maintenant et qui donne clairement vie. Si vous êtes tombé sur le pitch de ce projet, comme moi et comme plein d'autres, c'est quelque chose qui, si vous êtes rôliste en tout cas, a réveillé quelques envies, de grosses envies. Il s'agit du projet Pax Elfica, une campagne un peu particulière qui va être proposée en financement participatif par les 12 singes, et je vous propose de tout savoir sur Pax Elfica avec Jérôme Verschuren qui est à la direction éditoriale de ce projet et Claude Guéant qui est tout simplement l'auteur et qui est à la conception et au texte de Pax Elfica. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, on va, avant de s'intéresser à ce gros projet, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous, sur la façon dont vous avez découvert le jeu de rôle, sûrement dans votre jeunesse, et si le jeu de rôle a fait partie prenante de votre vie depuis tout ce temps, et surtout, est-ce que vous continuez à faire du jeu de rôle malgré les familles, et peut-être que vous en avez même fait votre travail. On va commencer par Jérôme Verschuren. Expliquez-nous un peu la place du jeu de rôle dans votre vie. C'est une question intéressante. Oui, moi j'ai commencé tard parce que j'ai commencé en classe de seconde et pas par la boîte rouge. Donc j'ai commencé avec ADD deuxième édition, puis Cthulhu et puis tout le reste. J'ai fait beaucoup de jeux de rôle effectivement. J'ai rapidement voulu concevoir et écrire, mais j'avais clairement pas le niveau pour écrire à l'époque. Et puis voilà, on joue, et puis j'ai rencontré pas mal de monde aussi à Phénomène J, une boutique de Paris qui a fermé depuis, où j'ai joué avec Arnaud Cudet, j'ai rencontré pas mal de monde, et puis au fur et à mesure, Claude lui-même, alors il en parlera, mais bon bref, lui-même avait commencé à intégrer une association, etc. Et puis on finit par devenir auteur, je dirais presque par la force des choses en fait, Donc à un moment donné, Arnaud cherchait des gens pour écrire des scénarios Donjon 4 lorsqu'il était rédac-chef de Dragon Rouge. Voilà, je suis rentré dedans, j'en ai soumis un, et puis c'est parti, quoi. Donc après, effectivement, j'ai rencontré les 12 singes par l'intermédiaire de Claude. Enfin après, c'est à peu près au même moment, en fait. Tout s'est déclenché vraiment quasiment d'un coup. Où là, on a commencé à travailler sur Alchemy, qui était aussi Donjon 4. Donc j'ai fait beaucoup de règles en fait, beaucoup de techniques, des nouvelles classes de perso, des centaines de pouvoirs, etc. Donc, c'était intéressant. Et puis après, on se met à vouloir faire nos propres trucs. Et c'est là où est arrivée la collection Clé en main, dont on avait parlé avec Franck Place, éditeur des 12 singes. Donc on a construit tout ce truc-là avec effectivement 2012 Extinction, qui est le premier que j'ai sorti. En fait, normalement, le premier clé en main, ça aurait dû être un clé en main de Claude Guéant, encore une fois. Et ça s'est pas fait, je ne sais même plus pourquoi d'ailleurs. En fait, le 2012 est passé devant, et puis... c'est les aléas de l'édition. Et voilà, j'aime beaucoup cette collection parce que, en fait, depuis le début, moi, je voulais écrire des campagnes autocontenues, en fait, plutôt que des gros livres de règles, plutôt que des gros livres de contexte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les aventures des personnages... Voilà, beaucoup plus que le reste en réalité. Donc ça m'a permis effectivement de tester pas mal de choses. Après, j'ai commencé à écrire des petits romans, des nouvelles, etc., publiés chez Le Carnot-Place notamment. Ça m'a aussi bien stimulé cette histoire, donc je continue. Et puis j'avais arrêté un peu d'écrire du jeu de rôle, parce que effectivement ça prend beaucoup de temps, c'est absolument pas rémunérateur du tout évidemment. Et puis Claude nous fait jouer de temps en temps quelques campagnes de son cru, et puis des fois c'est sur des jeux qui sont un petit peu, qui existent déjà et qui sont typés, donc on peut pas vraiment forcément les adapter pour en faire quelque chose d'édité. Mais là il est arrivé avec son pitch de Pax Elfica, on a joué. Moi j'ai trouvé ça génial, et surtout sur la conception de la campagne elle-même, c'est-à-dire cette espèce de bac à sable scénarisé avec une liberté totale et des intrigues béton derrière. Et j'ai trouvé ça tellement bien en fait que j'aurais moi-même voulu l'écrire, donc c'est pas le cas, et j'ai voulu m'occuper de la direction éditoriale. Voilà ce qui... Alors on passe à Claude maintenant. Parlez-nous de votre expérience du jeu de rôle et la découverte du jeu de rôle. Alors de mon côté, c'était un petit peu plus tôt, je devais être en CM1, je devais avoir 10 ans, et puis c'est un copain d'école qui me dit « Ah, il y a un jeu formidable, il faut que
auquel je joue avec mes parents. Il faut qu'on fasse ça. Et c'était l'œil noir. Et donc il m'a fait découvrir ça avec ma sœur. Et puis voilà, une fois que j'ai goûté, en fait, ça m'a pas quitté. Il m'a fait découvrir aussi tout l'univers un peu geek autour. Il m'a fait découvrir Indiana Jones, Star Wars. Enfin voilà, et d'un seul coup, il y a un monde, des mondes imaginaires qui se présentaient à moi. Et depuis, j'ai pas lâché l'affaire. J'ai poursuivi pendant ma scolarité. Et puis après, je joue toujours. Alors effectivement, on a moins de temps, hein, donc. Mais n'empêche que ça reste mon hobby principal. L'écriture, c'est venu assez tôt. Hein. Je sais que je remplissais des cahiers le dimanche après-midi avec des donjons. Heureusement, je m'en suis débarrassé. Ça s'est poursuivi avec le début d'Internet, avec des sites web. Aussi bien l'occasion de formaliser des choses, partager des choses. C'était bien sympa. Et comme disait Jérôme, ça s'est poursuivi avec de l'associatif. Donc c'est une association qui s'occupe de la promotion, de partage autour de Néphilim, qui s'appelle les Héritiers de Babel, et qui avait un fanzine qui s'appelle Vision K, dans lequel j'ai fait mes premières armes sur la publication papier proprement parlé. Et suite à ça, j'ai rencontré différentes personnes, dont Franck Place, qui est devenu éditeur des 12 singes et qui m'a contacté pour au départ rédiger les règles de Trinité. Puis de fil en aiguille, j'ai aussi écrit du background et puis j'ai aussi coécrit des campagnes de Trinité, parce que comme Jérôme, ce qui m'anime le plus en fait, c'est moins les règles et le background que les campagnes en fait. C'est vraiment essayer de créer des expériences de jeu intéressantes. Et voilà, je sais que c'est un petit peu à rebours du marché de l'édition de jeux de rôle, parce que en général les campagnes c'est ce qui vend le moins bien. C'est un peu dommage, ce qui fait que là, notre proposition là, d'éditer une campagne en tant que telle est toujours un petit peu risquée. Mais voilà, on y croit. Et voilà, donc c'est pas du tout, comme a dit Jérôme, une activité rémunératrice, donc c'est pas du tout mon métier, hein, c'est vraiment quelque chose que l'on se bat pour maintenir dans des agendas chargés. Alors Jérôme, vous le disiez tout à l'heure, les 12 singes ont une collection en fait de campagnes qui s'intègrent pas forcément dans un système existant. C'est le cas de Pax Elfica, c'est-à-dire que avec Pax Elfica, il y aura des règles, mais avec l'arrivée de D&D5, vous avez voulu que Pax Elfica soit également proposé aux fans de D&D5. Ça veut dire que on touche encore un plus large public. Et ça, c'est une vraie volonté au départ, Jérôme ? Alors, il se trouve que nos deux systèmes préférés à Claude et à moi, indépendamment, c'est effectivement Clé en main et cette 5e édition de Donjons Dragons. Moi, je joue plus qu'avec ces deux systèmes, en fait. Donc, le choix, je veux dire, il est naturel. Après, en effet, ça nous permet d'élargir l'offre et de toucher beaucoup plus de monde. Il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas en fait. Hein. Cette campagne, moi, je la trouve extrêmement bien. Enfin, je pense je pense qu'il faut que le plus grand monde puisse la découvrir. Ça change effectivement des poncifs habituels des campagnes donjons. Ça change beaucoup même. Ça va faire du bien au marché. Non, parce qu'au début, comme l'a dit Claude, si je veux répondre à la question plus précisément, lui, ce qu'il voulait faire, c'était un clé en main. Bon, alors évidemment, ça a gravement dérapé, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi ? C'est plus de 6 fois plus gros qu'un clé en main standard, donc du coup, c'est plus du tout un clé en main. Et le clé en main aussi, à la base, l'idée, c'était que le MJ peut lire son scénar la veille et il joue le lendemain, et il n'y a pas plus de préparation que ça. Moi, je sais, quand j'avais écrit World War Korea, ça avait été testé par un groupe à Toulouse avec Jérôme. Et en fait, le MJ, je lui envoyais les textes la veille ou l'avant-veille pour qu'il puisse jouer, quoi. Et ça marchait très bien. Là, que c'est efficace, ça va pas marcher comme ça. C'est-à-dire qu'il va quand même falloir que le MJ il lise vraiment la campagne. Il y a des choses à faire en préparation quand même, quoi. Hein. Donc ça s'inscrit pas dans le clé en main, dont le nom indique effectivement, on achète le bouquin, on le lit une fois, on joue et c'est terminé. Là, c'est pas le cas. Notamment, on propose aussi, évidemment, pour la partie 5e édition, de la création de personnages, ce qu'on fait pas dans les clés en main standards. Et notamment, comme les personnages sont très impliqués dans la campagne, dans le background, on propose la possibilité, effectivement,
de créer ces personnages, mais de garder des liens qui vont faire qu'on sera aussi impliqué qu'avec les personnages prêts à jouer et que l'on fournira. Pour Clé en main, comme l'a déjà dit Claude, je crois, on va proposer un livre en option d'achat qui sera un livre de règles étendues. Parce qu'effectivement, le livre se suffira lui-même avec le système clé en main, ça, il n'y a pas de problème. Et pour ceux qui voudraient créer des personnages et puis qui voudraient jouer avec ce système dans d'autres univers, eh bien, effectivement, il y aura un livre qui sera proposé à la vente en plus, au format classique 12 singes, c'est-à-dire un 1 à 5. Là où Pax Elfica, lui, est en grand format couverture rigide. Enfin, voilà, on n'est plus du tout sur le même type de produit. Alors pour ceux qui ne sont pas au fait du jeu de rôle et du vocabulaire que l'on emploie, une campagne de jeu de rôle, c'est comme une série télé, c'est l'équivalent d'une saison. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette campagne, il y a plusieurs épisodes qui se suivent avec des liens. Et là, ce que vous avez voulu faire, d'après ce que j'ai compris en lisant un peu sur ce qu'on trouve sur Internet autour de Pax Elfica, c'est que il n'y a pas une seule fin et une seule il n'y a pas une seule histoire à suivre. Là, on va vraiment être dans une campagne où le choix des héros va dépendre de ce qui va se passer et il va y avoir vraiment plein d'intrigues qui vont faire que, suivant les joueurs, la fin ne sera pas toujours la même. C'est ça, Claude ? Exactement ça, et c'est vraiment une notion qui vient des séries télé. Dans les séries télé, on a des notions dites d'arc narratif. C'est-à-dire que chaque épisode peut être autocontenu avec une petite histoire de la semaine. Et puis, on peut aussi avoir au fil des épisodes des thèmes, des enjeux particuliers, des relations avec des personnages qui évoluent et qu'on retrouve régulièrement. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Donc il y a 4 arcs narratifs. Et ils sont vraiment à disposition. C'est-à-dire que, en fonction de l'intérêt que les joueurs et le MJ a pour l'un ou l'autre, ils peuvent aller creuser plus en profondeur un arc ou un autre. Puis il y a aussi des choses qui leur tombent dessus. Ils n'ont pas trop le choix, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc là, on leur propose différentes choses. On leur propose tout un arc autour de... On l'a pas dit encore, mais les personnages, ils ont une fonction particulière. C'est-à-dire qu'ils ont un passé aventureux... mais aujourd'hui, ils se sont un petit peu rangés et maintenant, ils co-gèrent une auberge. Et donc, le premier arc concerne cette auberge. Parce que qui dit auberge, dit des choses à gérer, des choses à organiser, dit une compétition féroce avec une autre auberge dans la ville et tout un tas de coups fourrés qui peuvent être faits des deux côtés pour remporter le morceau. Donc ça, c'est un aspect plus terre-à-terre, mais ce qui est important pour tisser des liens avec des personnages et puis disposer de ressources. Parce que si l'auberge fonctionne bien, vous avez des ressources, vous avez des moyens. Et ce qui peut être tout à fait intéressant pour actionner les autres arcs. Donc les autres arcs concernent, vous avez compris, donc il y a des elfes qui occupent la ville et qui font tout un tas d'exactions extrêmement désagréables, comme enlever des enfants, ensorceler des gens, interdire la magie. Et donc, un des enjeux de la campagne, c'est de se débarrasser de cette occupation. Et puis, j'en dis pas trop, parce qu'il y a d'autres arcs qui reposent sur d'autres ressorts qui sont secrets, donc il y a des mystères à investiguer, des thématiques autour de la nature, autour d'autres choses, donc des choses à aller creuser. Et chaque groupe va aller sur un sujet ou un autre en fonction de ses centres d'intérêt. On n'est pas obligé de tout jouer, je pense que c'est même difficile de tout jouer. Et ce qui a un bénéfice, c'est qu'il y a une certaine rejouabilité. C'est-à-dire que j'ai fait jouer 2 fois la campagne et il s'est passé des choses très différentes. Et effectivement, il y a pas mal de fins possibles parce que chaque arc a 2-3 fins possibles et quand vous combinez tout ça, je crois qu'il y a une quinzaine de fins cohérentes possibles. Et vous avez décidé de plonger les aventuriers dans un univers où les elfes ne sont pas si gentils que ça. Alors depuis quelque temps maintenant, alors moi je me rappelle à l'époque où je débarrais le jeu de rôle, presque tout le monde voulait être elfe parce que ça signifiait intelligence, raffinement, maîtrise des arts, tout un tas de choses. De plus en plus, on s'aperçoit que l'elfe ne descend pas dans l'estime, mais on commence à relativiser. Là directement, les elfes ne sont pas clairement les gentils de l'histoire, n'est-ce pas, Claude ?
Ah, pas du tout. Ouais. Donc effectivement, l'elfe tel que présenté par Tolkien, c'est vraiment le surhomme. Il est mieux que l'homme en tout. Hein. Il est plus grand, il est plus beau, il vit plus longtemps, il est plus intelligent, il est plus sage, il est ouvert aux arts, il est en harmonie avec la nature, une espèce d'homme un peu parfait, un peu de surhomme. Et puis moi, comme mon pitch de départ, ma situation de départ, c'est une situation que j'aime bien, c'est la résistance, hein. C'est l'image du Paris occupé pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose qui nous a quand même bien marqué. Hein. Ça reste quelque chose qui est finalement pas assez récent dans l'histoire, mais qui a quand même bien marqué l'inconscient collectif français. Et on le voit au nombre d'œuvres qui peuvent avoir été créées sur la question. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. J'avais déjà exploré ça dans Chaos 1795 avec les 12 singes. C'était le Paris, mais un Paris alternatif pendant la Révolution française. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai voulu réexplorer là. Et là, oui, le méchant nazi. Le nazi, c'est aussi la figure du surhomme. Et donc, quand on fait une déclinaison en fantasy, finalement, le surhomme, c'est l'elfe qui arrive, quoi. Et du coup, c'est assez marrant de le prendre à rebrousse-poil. Et puis, en fait, ça devient vite terrifiant parce que, effectivement, l'elfe, il est fort. Donc, quand l'ennemi, c'est un elfe qui a accès à de la magie, qui est très exigeant avec lui-même, très rigoureux, très discipliné, et qui voit dans le noir et qui est redoutable avec son arc et ses flèches, et que on a pour mission d'aller faire évader un enfant qu'ils ont emprisonné, il va falloir aller dans leur place forte la nuit, ça rigole pas, ouais. Mais tant mieux, hein, ça veut dire que les aventuriers vont se frotter à quelque chose qui change du dungeon crawler. Alors on en discute de Pax Elfica avec Jérôme et Claude. Derrière ou à côté ou avec vous, il y a toute une équipe. On peut noter Elvire Decoq pour des illustrations, mais aussi Christophe Soile, Sébastien Lautel, Maxime Place, Samuel Mine, Jérôme Bartas, et puis les 12 singes. Alors du coup, ça fait une grosse équipe. Comment on travaille tous ensemble autour d'un projet comme Pax Elfica? Eh bien, on travaille bien. Moi, je coordonne les choses, j'ai recruté l'équipe et en fait, c'est moi qui fais le lien entre tout le monde. Donc, effectivement, par exemple, on discute avec Claude des briefs d'illustration. Une fois que c'est bon, j'envoie aux illustrateurs. Je discute après avec les illustrateurs s'il y a besoin, hein, durant l'élaboration des illustrations, des plans, etc. Après, on revient. Voilà, ça se passe bien parce que j'ai choisi aussi les membres de l'équipe, pas simplement sur leur qualité technique, mais aussi sur des qualités humaines. Voilà, j'avais rencontré par exemple Christophe Soile il y a pas si longtemps que ça dans un festival. On s'est super bien entendu, donc on peut travailler efficacement, sereinement, on peut se dire les choses, ça passe, il n'y a pas de problème. Sébastien Lautel, c'est un copain qui a donc à la maquette qui a fait partie des playtests de Pax Elfica avec moi, donc voilà, il est très bien placé pour faire la maquette. Les autres, on les connaissait aussi d'avant. Il y avait juste Elvire, dont je connaissais le travail, où j'étais un grand fan, enfin je suis toujours un grand fan de son travail, pour les illustrations couleurs, que j'ai contacté, avec qui j'avais jamais travaillé, avec qui ça se passe extrêmement bien. C'est un plaisir de bosser avec elle. Donc voilà, tout se passe bien, on avance. Je trouve que ma position est assez privilégiée parce qu'effectivement, je découvre tout au fur et à mesure que ça se construit. C'est extrêmement plaisant de voir Pax Elfica prendre forme, prendre couleur. Et effectivement, il y a quand même du beau monde. Ça va vraiment avoir une bonne tête. Est-ce que au cours du projet, il y a des choses qui ont changé? Je pense plutôt à Claude qui a écrit quelque chose qui lui semblait peut-être parfait. Est-ce que de travailler en équipe comme ça, on s'aperçoit que il y a des choses qui peuvent évoluer suivant ce que cette équipe apporte en fait au projet? Oui, c'est clair en fait, parce que depuis que Jérôme a embarqué dans le projet d'édition, à proprement parler, puisqu'il était déjà dans les playtests. Alors, c'est pas vraiment des playtests, hein. Au départ, j'avais écrit la campagne pour faire jouer les copains. Donc, il n'y avait pas du tout d'ambition d'en faire un bouquin. Et puis, c'est quelque chose qui est revenu après. Et oui, le premier relecteur, correcteur, et puis éditeur de Pax Elfica, c'est Jérôme, mais qui m'a très vite dit ce qui n'allait pas. Il m'a dit là, on comprend rien. Là, il faut que tu reformules. Là, il faut restructurer. Donc, il m'a beaucoup challengé là-dessus. C'était très chouette. Et ça évolue au cours des parties, hein, entre la première version qu'on a pu faire et puis la version que j'ai fait jouer et qui est encore en train
d'être testé en ce moment. Il y a pas mal de contenus en plus qui se sont rajoutés parce que les tables ont voulu explorer des sujets un peu différents. Donc, on se retrouve avec un périmètre qui a grandi. Et puis, c'est un bonheur de voir que depuis quelques mois, d'autres gens se sont emparés de la question. Moi, c'est un projet qui m'occupe dans ma tête depuis des années. Et là, de voir que d'autres gens se travaillent dessus et qui nous font des dessins magnifiques, des cartes superbes. C'est Noël tous les jours. À chaque fois qu'on reçoit une nouvelle livraison, un nouveau dessin, c'est un moment très très chouette. Là. On reçoit plein de choses. Je voudrais souligner d'ailleurs que les 12 singes ont vraiment investi dans ce projet. On a un budget conséquent pour justement alimenter toute cette équipe. C'est un vrai risque pour eux et moi je salue toujours. Je suis toujours impressionné et très content qu'ils aient accepté de prendre ce risque avec nous. C'est pas tout à fait évident. Une campagne, c'est pas toujours le produit qui fonctionne le mieux. Donc il y a un vrai pari. Et voilà, on espère que ça va fonctionner. Alors on le rappelle, Pax Elfica, c'est une campagne avec un système clé en main, avec également la possibilité de jouer dans la version Donjons et Dragons 5, la nouvelle version Donjons et Dragons, un livre de plus de 300 pages. Alors c'est une campagne de financement participatif qui va débuter à partir de quand? Je sais que vous n'avez pas tout à fait les dates, mais on peut tabler sur quelle période à peu près pour le début de cette campagne, Jérôme? Mars, donc bientôt. Voilà. On est en train de peaufiner des détails, des dernières choses. Voilà, faut tabler sur peut-être mi-mars, quelque chose comme ça. Qui dit campagne de financement participatif dit aussi ce qu'on appelle les pledges, des paliers. Est-ce que vous êtes aussi dans la préparation de cette campagne qui va sûrement nous révéler et nous proposer plein de surprises? Oui, c'est ce qui prend du temps en fait, parce qu'on doit créer toutes sortes de visuels déjà, mais tout plein de textes justement pour faire vivre cette campagne. Donc c'est là où se situent en effet les derniers réglages avant lancement. On va proposer, oui, pas mal de choses, mais que du matériel axé sur le jeu en fait. Donc il va y avoir des cartes, des plans tactiques, un écran, des suppléments d'intrigue, un guide de la région, bref, voilà, tout pour jouer, pour améliorer l'immersion en fait, parce que ce qui va être sympa avec Pax Elfica, c'est qu'il y aura une carte de la ville en très grand format, donc on sera sur l'équivalent A1, ce qui fait quand même un beau poster, et on pourra, j'irais presque zoomer, c'est-à-dire qu'on verra l'auberge sur le plan de la ville. Et puis après, on a les plans tactiques de l'auberge, ça fait 3 posters en taille équivalent A2, avec les différents étages, la cour, etc. Et puis si on veut mettre en scène, je sais pas moi, un assaut de l'auberge, on a tout ce qu'il faut, on a les différents plans, les différents étages, on peut mettre ces personnages sur les toits, dans les chambres, en train de cacher des trucs pendant que les elfes sont en train de faire leur inspection. Enfin, on peut vraiment s'amuser avec tout ça. Et effectivement, on proposera d'autres posters comme ceci, que ce soit dans les objectifs de la campagne ou directement d'ailleurs dans les contreparties, avec des gros plans sur certains bâtiments importants de la ville, pour pouvoir à chaque fois avoir un élément de décor. Et puis ceux qui veulent jouer avec figurines, ils jouent avec figurines. Ceux qui veulent pas jouer avec figurines, ils jouent pas avec figurines. Mais c'est toujours sympa d'avoir le plan des lieux directement pour réfléchir à une intrusion, à une exfiltration, à un assaut, peu importe. Donc vraiment que du matériel de jeu, je dirais, plaisant d'avoir à la table. J'ai tendance à le répéter, le jeu de rôle ne s'est jamais aussi bien porté, il ne peut que se porter encore mieux, mais c'est déjà très fort, on le voit à travers les nombreux jeux de rôle qui arrivent ou qui sont réédités, la dernière campagne aussi de Roll and Play qui apporte une nouvelle façon de voir le jeu de rôle à travers des vidéos, et c'est le cas aussi, j'ai l'impression, du système de campagne. À une époque, on achetait un scénario et on vivait qu'un scénario. J'ai l'impression que avec l'arrivée de la nouvelle version de Donjons et Dragons 5, le système de campagne intéresse encore plus, ne serait-ce que pour les clubs qui se réunissent plusieurs fois et qui peuvent ainsi vivre des aventures à la suite les unes les autres. Est-ce que vous avez remarqué ça aussi, Claude ? Tout à fait. Je pense que ce qui est à l'origine de ça, c'est que les gens consomment maintenant beaucoup de séries. Ils ont vraiment pris l'habitude de consommer des formats longs par rapport aux films, qui étaient quand même l'œuvre reine en termes audiovisuels jusqu'à présent. Maintenant,
on a bien l'habitude de prendre des séries de 15 épisodes et puis même les regarder dans le week-end. Donc je pense qu'il y a un appétit pour ça et le jeu de rôle en fait est assez approprié pour faire ça. Il y a tout ce qui est actual play, donc comme tu disais là, roll and play qui en est un exemple flagrant en France là. Moi j'ai toujours cru que regarder des vidéos de gens qui jouaient au jeu de rôle, ça ne pouvait être que profondément ennuyant. Et je me suis pris au jeu, j'ai regardé Roll and Play et je regarde maintenant Roll and Play tous les jeudis soirs. C'est vraiment très très sympa. Et voilà, et je pense que une activité où on a à la fois du social, parce que ça consiste surtout à aller parler avec des copains, du coopératif, parce qu'ensemble on prend des décisions et on s'amuse et on passe un bon moment. Et on est loin des écrans, etc. Je pense que je ne comprendrais pas que ce ne soit pas quelque chose qui puisse être intéressant aussi pour les enfants. Donc, moi, j'ai des enfants, là, ils commencent à avoir 9 ans, bientôt 10 ans. Donc, moi, dès que j'ai bouclé Pax Elfica, je vais aller jouer avec eux. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir parlé un peu plus de Pax Elfica. Une campagne, je rappelle, c'est une série de plusieurs scénarios qui va vous faire vivre une grande aventure comme une série. C'est chez les 12 singes. Ça arrive en mars sous financement participatif. Ça va être un énorme ouvrage avec plein d'illustrations, des superbes cartes. Vous pourrez jouer avec des figurines. Merci beaucoup Jérôme Verschuren et Claude Guéant. On peut dire qu'il y a toute une équipe derrière. Elvire Decoq, je rappelle les noms, Christophe Soal, Sébastien Lautel, Maxime Place, Samuel Mine, Jérôme Bartas et bien sûr les 12 singes qui proposent cette collection clé en main. Donc Pax Elfica, vous pourrez jouer cette aventure avec le système qui sera proposé et vous pourrez la jouer avec le système D et D5, Donjons et Dragons. Merci beaucoup à tous les deux et très bonne campagne et très bonne continuation. Merci beaucoup. Merci.